Nous sommes au Népal, un petit royaume coincé entre deux géants, l'Inde et la Chine. Pour les alpinistes du monde entier, le Népal est un paradis. Les plus hautes montagnes de la Terre sont là, et l'Everest, le toit du monde, les domine du haut de ses 8848 mètres. Le début de l'itinéraire de l'ascension commence par un obstacle de taille, la formidable cascade de glace du glacier du Khumbu. En apparence infranchissable barre le passage. C'est l'Icefall. Avant de commencer l'ascension, il faut investir les lieux et installer le camp de base. De nos jours, bien avant que les expéditions n'arrivent sur place, les colonnes de porteurs et de yaks acheminent tout un chargement au camp de base situé au pied de la montagne. Je m'appelle Michel Pelé. Je suis guide de haute montagne et depuis plus de 20 ans, j'accompagne des groupes de randonneurs attirés par l'Everest. En 1990 et 1992, j'ai eu la chance d'exercer mon métier sur le toit du monde et de rencontrer les fameux Sherpas, auxiliaires indispensables de toutes les expéditions. Ils sont très appréciés pour leur qualité physique et morale. Chaque shorten correspond à un Sherpa qui a eu un accident, pas seulement un accident, mais qui est resté sur l'Everest. Des fois, il y a eu des accidents très très graves dans l'Icefall au début. Il y a eu, je me souviens d'avoir lu, une dizaine de Sherpas qui ont été ensevelis par une seule chute de sérac dans l'Icefall. Et effectivement, eux, ils sont beaucoup plus vulnérables que nous puisqu'ils y vont tout le temps. Depuis la première ascension, 50 Sherpas sont morts sur les pentes de l'Everest. La cascade de glace est le passage le plus dangereux, mais qui paradoxalement ne fait pas le plus de dégâts. Parce que quand tu vois que chaque jour, il y a des colonnes de porteurs et d'Européens qui passent là-dedans, il peut y avoir il y a des journées, il peut y avoir, je sais pas, 100 passages, 120 passages, sans qu'il y ait d'accident. Les Sherpas sont les artisans d'une victoire sur le sommet et les véritables seigneurs de l'Everest. Les avalanches, les chutes de blocs de glace et surtout le séjour prolongé en haute altitude sont les risques majeurs de l'ascension. Le camp de base est installé. Et avant de commencer l'ascension, une cérémonie religieuse bouddhiste doit être célébrée. C'est en 1990 que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon ami, le Sherpa Galzen. Galzen est également lama. Il dirige la cérémonie. Il vient ici, au camp de base de l'Everest, depuis 18 ans. Grâce à ce rituel, les Sherpas demandent la protection des dieux. Pour obtenir leur bienveillance, ils construisent un monument appelé Shorten et y accrochent une multitude de drapeaux à prière. Le vent, en frôlant ces bouts de tissu, emportera leur message de demande d'apaisement. Peut-être leur évitera-t-il les risques de la cascade de glace. Ce cirque glaciaire est grandiose. Les prières résonnent dans les moraines. Notre camp de base et la montagne deviennent sacrés. Le camp de base s'organise comme un village. Les cuisines sont bien sûr essentielles. Elles sont installées à même le glacier avec des murs en pierre recouvertes par des bâches en plastique qui laissent passer une lumière étrange. À l'intérieur, les cuisiniers font ronfler en permanence les réchauds à kérosène et préparent ainsi boissons et repas pour les équipes qui partent ou arrivent à toute heure de la journée. Toute cette organisation est bien rodée. Les cuisiniers et leurs assistants travaillent sans relâche pour le bien-être de toute l'expédition. Et c'est ici que les Sherpas trouvent un repos physique et moral.
Ce sont eux, en effet, qui circulent sans cesse sur la montagne entre les crevasses pour installer toutes les cordes fixes et les camps d'altitude. Galzen n'est pas seulement lama. Il a un rôle bien particulier sur cette montagne. Il ouvre la porte du rêve, celle qui mène au sommet de l'Everest. Le voilà dans la cascade de glace, en route pour son travail quotidien. Where are you going, Galzen? Oh, I stick came one Where you put the letters? up there. Maybe did I change crevasse? Big crevasse? Yes. Galzen sait qu'il n'ira jamais au sommet et qu'il ne deviendra jamais un héros. D'ailleurs, il n'y a jamais songé. Pourtant, il détient un drôle de record. Depuis 18 ans, il équipe la cascade de glace. C'est le cantonnier de l'Everest. La cascade de glace, l'Icefall, passage obligé de toutes les expéditions, protège l'accès à la combe ouest et aux pentes supérieures qui mènent au sommet. C'est un énorme chaos de glace zébré, de crevasses et de séracs. Tracer un itinéraire dans ce véritable labyrinthe mouvant qui se déplace d'1 mètre par jour est complexe. Les chutes de glace et le mouvement des crevasses rendent la progression des alpinistes dangereuse. Un équipement sophistiqué doit être installé. Dans ce travail éphémère, le risque est permanent, mais Galzen en connaît tous les pièges. C'est clair, Galzen? Yes. À l'époque des premières ascensions, les expéditions utilisaient des perches en bois pour franchir les crevasses. Aujourd'hui, la méthode la mieux adaptée pour franchir ces mêmes difficultés est l'utilisation d'échelles en aluminium. Galzen doit trouver le meilleur chemin, poser les cordes fixes et installer les échelles qui servent de pont métallique. I'm Kami Sherpa from Kailas Himalaya Trek. Le travail de préparation de Galzen et de ses assistants va durer 15 jours. Mais il se poursuivra tout au long de l'expédition, car les alpinistes circuleront sans cesse sur la montagne. Un entretien permanent est indispensable. Jusqu'à la fin des années 80, les alpinistes équipaient eux-mêmes la cascade de glace. Ils amenaient tout le matériel nécessaire avec eux. Chaque expédition faisait un tracé. Aujourd'hui, les agences ont proposé un tracé collectif et Galzen a été choisi avec son équipe. Le prix de leur travail est ensuite divisé entre les différentes expéditions. Every day is bigger. Yes. Little big. But I have to change this. I suppose. Maybe 1 week. Is a problem? Yes. Face à un problème difficile à résoudre, ne sachant pas très bien quelle solution adopter, Galzen fait une prière et jette quelques grains de riz pour amadouer les dieux. Je l'ai vu aussi poser des mantras, des petits morceaux de papier recouverts d'inscriptions religieuses au bord des crevasses. Et c'est sans doute pour cela qu'il circule depuis toutes ces années dans ce lieu dangereux, sans avoir eu d'accident. C'est du moins ce qu'il affirme.
Pour les alpinistes confortablement installés au camp de base, le temps est venu de se motiver quand Galsen a fini son premier tracé. Pour eux, l'expédition peut commencer. La route est ouverte, il suffit d'emprunter le cheminement tracé, de suivre la corde fixe qui sert d'assurage et de fil d'Ariane jusqu'au camp Rhin. Bon, pour demain, on va minimiser, hein, parce que c'est la première fois qu'on monte, donc on va voir un peu comment on se comporte. Pour les Sherpas, en revanche, il est temps de prendre un peu de repos. Ils se retrouvent aux cuisines qui ressemblent à un véritable café de village. Là, ils parlent du pays, se restaurent, jouent aux cartes. Sans doute échangent-ils des idées sur les Members, le nom qu'ils donnent avec un peu d'ironie aux alpinistes occidentaux, ceux pour qui ils travaillent. Même si j'en fais partie, je pense aujourd'hui avoir vraiment gagné la complicité de mes amis Sherpas. Profitant de la chaleur de la mi-journée, un petit coin de moraine se transforme carrément en salle de jeu. Durant de longues heures, Dorje, Lakpa, Camille, Sonam n'hésitent pas à miser plusieurs jours de leur salaire en jouant au dé. Cette fois-ci, ce n'est pas l'écho des prières qui résonne dans les glaciers, mais le bruit du jeu. Les tentatives vers le sommet ne sont pas à l'ordre du jour. Ce sera pour plus tard, pas avant le début du mois d'octobre. En effet, depuis plusieurs jours, les grands vents d'altitude balaient la montagne. Alors que la mousson est encore là, le travail continue. Il faut porter et encore porter, utilisant les échelles en place pour acheminer l'équipement toujours plus haut. Un véritable travail de fourmi pour installer les camps d'altitude ou porter l'oxygène. Chaque année, des hommes et des femmes, alpinistes confirmés ou néophytes, tentent cette ascension. Ils partent à la poursuite d'un rêve, à l'assaut des pentes neigeuses du plus haut sommet de la planète. Pour les Sherpas, ceux qui ont ouvert la voie avec les premiers explorateurs, cette déferlante de conquérants est une aubaine. La reconnaissance mondiale a transformé leur vie et développé leur pays. Depuis plusieurs années, les Sherpas sont conscients que leur vallée représente un royaume de rêve pour les randonneurs et les alpinistes du monde entier. Ils profitent maintenant de cet avantage et prennent eux-mêmes en main leur destin économique. Ils vivent au pied du toit du monde et toutes leurs familles sont directement concernées par l'Everest. À la fin des années 80, des agences spécialisées ont commencé à organiser des expéditions commerciales sur cette montagne. En 1990, lors de ma première expédition, je n'avais pas saisi l'importance de leur travail dans la cascade. En ne pensant qu'à moi, j'ai marché sur les échelles, utilisé les cordes fixes que les Sherpas avaient installées. Mais en 1992, alors que j'organisais l'expédition Terre d'Aventure, je connaissais l'importance du travail de Galsen et de ses assistants. Nous avons collaboré étroitement avec eux tout au long de l'ascension. Nous étions plus de 300 personnes au camp de base. Et j'ai eu la chance, cette année-là, avec mon ami le guide Philippe Grenier, d'accompagner 3 clients jusqu'au sommet de l'Everest, par une journée sans vent et par grand beau temps. Cela a créé des liens avec Galsen. Toutes les expéditions ne cherchent pas ce contact. J'ai vu ainsi les équipes entières quitter le camp de base pour aller s'installer confortablement plus bas dans la vallée. Pendant ce temps, les Sherpas continuaient à équiper seuls la montagne. Les alpinistes leur demandaient par radio où ils en étaient dans leur progression et si tout était prêt pour leur tentative. Qui fait l'Everest dans ces conditions? Et à qui revient la victoire?
Qu'est-ce qui pousse tous les alpinistes du monde entier à vouloir poser le pied sur le toit du monde? Si pour certains grimpeurs confirmés, l'idée est raisonnable, pour d'autres, cela relève d'un rêve démesuré. Imaginent-ils seulement ce qui les attend plus haut? Malgré l'aide des Sherpas, il leur faudra beaucoup de volonté et surtout beaucoup de chance pour arriver au sommet. Ces questions n'empêchent pas Galzen de continuer son travail. Parfois, les crevasses trop ouvertes nécessitent de mettre bout à bout plusieurs échelles, afin de rendre le passage plus sûr. Demain, tout sera peut-être à refaire. Pourtant, il opère consciencieusement et avec minutie. Souvent, à la sortie de la cascade, à 6100 mètres d'altitude, et avant de prendre pied dans la fameuse combe ouest, de larges et profondes crevasses barrent le chemin. Galzen et ses assistants trouvent une solution à tous les problèmes. La méthode pont-levis est adoptée. Chaque Sherpa est rémunéré suivant sa fonction et au nombre de voyages qu'il effectue sur la montagne. Le Sirdar, leur chef, tient des comptes très précis. Une prime supplémentaire est allouée à ceux qui monteront au sommet. Ces derniers, en 2 ou 3 expéditions, peuvent se financer un lodge, un gîte qui abrite les randonneurs et fait vivre leur famille. Tout est en place dans la cascade. Maintenant, Maïla, le cuisinier, lourdement chargé, peut monter vers l'étape suivante. Alors que les cuisines fonctionnent toujours au camp de base, Maïla va s'installer avec ses casseroles pour 3 semaines au camp 2 à 6400 mètres d'altitude. Ce qui m'a toujours étonné chez ces hommes, c'est leur manière naturelle d'évoluer en toutes circonstances, quelles que soient les difficultés, sur n'importe quel terrain, que ce soit chez eux ou dans la tempête. Ils sont là, dans leur univers, et ils restent efficaces et souriants. Un jour, j'ai posé cette question à Maïla après plusieurs heures de marche harassante en haute altitude. « Mais pourquoi tu n'as jamais l'air de souffrir ?» Il m'a simplement répondu « On souffre autant que vous, mais nous, on ne dit rien. » Tout cela ponctué d'un grand éclat de rire. Les Sherpas transportent les charges et le matériel nécessaires pour dresser le camp 2 qui servira de base avancée. Là, je suis content parce que il fait un petit peu chaud. Mais on voit le Lhotse pour la première fois bien. C'est ça, c'est le Lhotse là. Hein, Oui, c'est le pas Lhotse, des ouais. conneries, là. Ouais, c'est le Lhotse. À bientôt. Ça va être... Une tente cuisine et une tente messe sont maintenant montées. Malgré l'inconfort dû à l'altitude et à l'environnement hostile, Maïla, durant toute la durée de l'expédition, prépare ici de véritables repas à base de riz et de lentilles, le dalbat. Et cela aussi bien pour les Sherpas que pour les alpinistes.
Les Sherpas ont su répondre à la demande des alpinistes. Ils se sont répartis les tâches à chacune des étapes de l'ascension, découpant l'Everest par secteur. Galzen dans la cascade, Maïla au fourneau à 6400 mètres, les Sherpas qui portent entre le camp de base et le camp 2, puis ceux qui équipent plus haut, jusqu'au col sud, à 8000 mètres d'altitude. Et enfin les stars, les sommiteurs, ceux qui font la trace et posent l'ultime corde fixe dans les difficultés finales, le fameux Hillary Step, à 8780 mètres, la dernière marche avant le sommet. Les expéditions s'achèvent, victorieuses ou non. Les alpinistes vont quitter les lieux. Certains auréolés de gloire, d'autres se font sans doute déjà la promesse de revenir. Pour les Sherpas, aux travailleurs de l'ombre, c'est l'heure du repli. Ils doivent maintenant refaire le même travail qu'à la montée, mais dans le sens inverse. Sous le contrôle de Galzen, les ponts métalliques sont démontés et les échelles sont récupérées, ainsi que tout ce qui n'a pas été broyé par le glacier. Tout ce matériel est ramené d'abord au camp de base, puis il est transporté à Goratchep à une journée de marche. Les échelles sont soigneusement entreposées jusqu'à la saison suivante dans ce village, situé à 4900 mètres d'altitude. Des chaînes et des cadenas les protègent des voleurs. Seul Galzen en a la clé. Mais elles ont servi ces échelles. Hein. On voit les traces de trompons partout sur les barreaux. Ben voilà. Hein. Je pense qu'ils ont dû descendre, ce qui était encore utilisable. On a quand même toujours une bonne partie qui est broyée par les crevasses. Une partie des échelles qui disparaissent dans les crevasses et qui ne sont pas réutilisables, puisque même pendant la durée de l'expédition, ils vont remplacer. Il y a des échelles au camp de base qui sont là pour remplacer les échelles qui sont broyées par les avalanches ou les chutes de sérac durant l'expédition. C'est assez marrant de constater qu'avant, ces échelles elles venaient d'Europe. Et maintenant, finalement, ils achètent ça en Inde, à New Delhi. Donc c'est plus facile, on n'a plus aucun transport de ces échelles qui sont quand même pas faciles à mettre dans les avions pour les amener donc d'Europe. Que c'est vrai qu'elles doivent servir 2 ou 3 fois, 4 fois ces échelles. Puis au bout d'un moment, elles sont quand même abîmées. Là, il y a quelques relons là qui sont tordus par les crampons et ils doivent les changer de temps en temps, quoi. 2 jours de marche sont nécessaires à Galzen pour regagner son village, Pangboche, à 3900 mètres. Grâce à son travail, lui aussi a pu se construire un lodge pour accueillir les randonneurs. Good. You arrive now Yes. from base camp? Yes, yeah, base camp. One more again. Yeah. We stay here Yeah. on your house for Yeah, tonight. okay, good, very Good. very good. C'est la haute saison du trekking. Les caravanes de marcheurs prennent d'assaut les sentiers en direction du camp de base. Galzen, avec l'aide de toute sa famille, va proposer le gîte et le couvert à tous ces randonneurs avides de contempler le toit du monde de plus près. Le jour même de son arrivée, un événement peu commun s'est produit non loin du village. Un yak un peu fou a encorné un Sherpa au moment où celui-ci lui plaçait son chargement sur le dos. What? Tout le village est en émoi. You killed the yak or not? Malgré l'intervention des témoins qui ont tenté de maîtriser la bête, le yak s'est acharné sur le Sherpa, le blessant mortellement. And, eating the meat? Yes. तपाईहरु अलि यता बस्नुहोस् न तपाईँहरु सबै के छ भने यहाँ अलिअलि हुँदैन शेर्पा तपाईँहरूले अब यो झारपात पनि चल्दैन बरु अलिअलि धुप हालिदियो न यहाँतिर त्यो लाइटले कसो हुन्छ एक्लै हानेर मऱ्यो भने लु त्यसो भए तिमी कहाँ हेनदेन बन्द गरी पोखराको पसिहाल्छ पोखरामा पसिहाल्छ कति छ पछि गएर पो खर्तेकै पसिहाल्छ मेरो त तपाईँको नाथै पऱ्यो हेर्नुहोस् मेरो नाथै पर्छ Galzen, en tant que lama, est immédiatement appelé sur les lieux du drame pour réciter les premières prières. Tired? Yeah. You have a little
Proszę nie mala. Yeah. I think Finish, finish? No. no. No more? I don't like finish. The next spring, no. I don't like. No good job. No. How old are you now? 60. 60? 60. Hein? 60. En 1992, à mon retour en France avec la victoire, je me suis senti gêné de ne pas pouvoir partager notre succès avec mes amis Sherpas. Je revenais comme si nous avions gravi la montagne sans l'aide de quiconque. Yes. This is Ahmadablam. And 강대가 잠세고 another Lhotse. Two mountains, Lhotse Hyar. Behind the Everest. Depuis, j'ai souvent revu Galzem, chez lui, dans son village et dans la cascade de glace. J'ai compris que ce petit bonhomme, souriant et malicieux, habité par les dieux, permet à la plupart des alpinistes de rentrer dans la cascade de glace et d'en ressortir vivants. Grâce à Galzen, le cantonnier de l'Everest, ils se sont mesurés à leurs rêves et ont tutoyé le plus haut sommet du monde.